Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast À cœur ouvert avec Alex. Aujourd'hui, on reçoit une spécialiste en sommeil de 0 à 12 ans ainsi qu'une professeure de primaire. Marie-Laurence, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Ça fait grand plaisir. Moi, j'ai beaucoup de questions. Parce que moi, mon sommeil est atroce. OK. Fait que j'ai beaucoup de questions en lien avec le sommeil, mais avant toute chose, j'aimerais ça que tu te présentes puis tu me parles un peu de toi. Oui, bien sûr. Dans le fond, moi, je suis, comme tu l'as dit, là, je suis consultante en sommeil pour les 0-12 ans, mais de formation, je suis enseignante au primaire. OK. Dans le fond, j'ai terminé mon bac en 2021. Moi, j'étais lancée pour être enseignante au primaire. Puis en 2022, j'ai eu 2 petites filles, des jumelles. Wow. Fait que je suis devenue Changement maman. de vie. Oui, complètement changement de vie. Puis moi, mes filles, elles ont eu un sommeil atroce. Oh non. Ça a été horrible. À la naissance, elle dormait parfaitement bien. Fait que je me disais, mon Dieu, mais de quoi les gens se plaignent? ça allait tellement bien. Puis quand ils ont eu 3 mois, ça a viré complètement. Là. Oh non. Écoute, c'était des siestes de 30 minutes. Une se réveillait, l'autre s'endormait. Là, je passais mes journées à essayer de les endormir. Fait que quand il y avait 5 mois, j'ai fait appel à une consultante en sommeil. Je m'étais fait recommander par plein de monde d'avoir une consultante pour m'aider avec mes enfants. Fait qu'on a fait ça. Ça a bien marché. T'sais, ils se sont mis à mieux dormir. J'avais du temps libre le jour. Ils dormaient en même temps. C'était merveilleux. Fait que quand que mes filles ont eu 8 mois, moi, j'ai décidé de faire ma formation comme consultante de sommeil. Fait que c'est ça qui t'a comme donné la piqûre, en fait? Oui. En fait, je me disais comme... Je voyais mon congé de maternité avancer, puis ça me tentait pas de retourner enseigner. OK. Fait que j'étais comme, il me semble... Je sais pas, là, c'est des grosses horaires. Je sais pas si je vais avoir autant le temps d'être présente pour mes élèves, si j'ai des enfants, la correction, la planification le soir. Je savais pas trop. Fait que je me disais, je vais essayer de voir si je suis capable de faire un autre travail à mon compte pour pouvoir mieux m'occuper de mes enfants. Oui. Fait que là, c'est là que j'ai comme décidé de faire ça. Fait que ça fait 1 an maintenant là, que je suis consultante en sommeil. Wow! Puis, mais là, je suis content qu'on parle de ça, en fait. Oui. Je savais même pas que ça existait, en toute franchise, des consultantes en sommeil ou... la formation, comment... Est-ce que c'est avec, justement, c'était une femme qui était consultante qui t'avait aidé? Ouais. Est-ce que c'est elle que tu as été voir pour te référer vers une école ou une institution? Comment ça fonctionne, en fait? Oui, il n'y a pas beaucoup de formations au Québec qui donnent des... À savoir des gens en premier. Oui, c'est ça. Fait que moi, la personne que j'avais consultée elle avait plein de formations, là, genre psychoéducatrice, maîtrise en psychologie, plein d'affaires. Elle était comme vraiment grillée, là. Elle était bien formée. Puis, tu sais, là, j'étais là, il me semble, j'ai pas le temps, moi, de commencer à aller à l'université pour ça, puis tout. Fait que j'ai cherché des formations à distance que j'étais capable de faire de la maison. Puis, je suis tombée sur l'Institut Somnant, il donnait un cours de somnopédagogie. Fait que, tu sais, c'est un peu comme... C'est plus holistique, un peu, là. Tu sais, c'est vraiment plus axé sur le bien-être au profit du sommeil. Fait que je me suis lancée là-dedans, puis c'était la seule entreprise, comme la seule institut qui donnait la formation sur les 0-12 ans. D'habitude, c'est 0-5 que les gens donnent. OK. Fait qu'International, c'était la seule qui donnait 0-12. Puis étant enseignante au primaire jusqu'à 12 ans, je me suis dit, c'est dans mon champ. Ben oui, totalement. Ça a de l'allure. Fait que c'est cette formation-là que j'ai suivie. C'est pas donné. Elle était vraiment chère, la formation. C'était ma prochaine question. Ouais. Est-ce que tu es à l'aise un peu de nous partager le prix de formation? Oui, certain. Dans le fond, c'était 4 500 $ cette formation-là. Oh, OK. Puis, on pouvait la compléter dans le temps qu'on voulait. On avait 1 an pour la compléter. Puis moi, à ce moment-là, mes filles dormaient super bien. Ils faisaient des grosses siestes. Fait que ça allait bien. J'ai tout fait ça pendant les siestes à mes filles. Génial. Aussitôt que j'ai couché pour la sieste, ils dormaient 2 heures. Mettons, je m'en allais sur mon ordi, je faisais mes cours, j'écoutais mes capsules, je prenais mes notes, j'ai fait mes examens. Fait que j'ai complété ça en 3 mois. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment ton rythme. Là. C'est un peu comme un système modulaire, j'imagine? Oui. Okay. C'est des vidéos. Je pense qu'il y avait 15 modules. Fait que tu écoutais les modules à ton rythme. Tu avais un examen à faire à chaque fin de module. Un examen à la fin qu'il fallait que tu complètes pour avoir ta certification, ton certificat. Fait que, c'est quand même une formation complète. Il y avait beaucoup de choses qui étaient abordées, pas juste les enfants, mais tu avais l'anxiété, le sommeil, l'alimentation, le sommeil, le sport et le sommeil. Tu avais vraiment comme tout. Ouais. Ça, c'est des sujets que je trouve super intéressants. J'aimerais qu'on vienne un peu plus tard. Ouais. Mais avant ça, c'est quoi un peu la réponse des gens face à ça, une consultante sommeil? Je veux dire, moi, je pense à mes parents. Ils m'ont dit que je n'étais pas un bébé difficile, que je faisais mes nuits. Mais j'ai jamais entendu dire qu'eux, ils connaissaient quelqu'un qui était consultante en sommeil ou qui avait une référence. Fait c'est quoi la réaction, vraiment? C'est nouveau oui, hein, comme domaine. En fait, c'est que il y a eu
régression au niveau du sommeil avec l'apparition des écrans. Fait que depuis... On s'en allait là tantôt aussi. C'est qu'en fait, depuis environ une trentaine d'années, le sommeil des gens s'est mis à régresser énormément à cause des écrans. Fait que c'est pour ça que nous, quand on était bébés, on avait un meilleur sommeil que les bébés d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Ça a un lien avec les écrans, mais avec beaucoup d'autres choses, là, avec le train de vie et tout. Mais je te dirais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Je savais pas que ça existait. » Les gens vont me demander « C'est quoi ta job? » Je dis « Consultante en sommeil. » Puis j'ai tout le temps des faces de... C'est sûr. C'est quoi ça, genre? C'est sûr. C'est quoi les études que tu fais pour devenir ça, tu sais? Fait que c'est quand même pas un milieu encore qui a pris de l'expansion, là, qui est reconnu. Fait que je te dirais que les réponses sont relativement positives, comme les gens sont intéressés, parce qu'on sait que le sommeil, c'est important. Ben oui, c'est la base de tout. Fait que les gens sont relativement intéressés. Ah ouais, c'est quoi tu fais? Me poser des questions. Puis les gens qui connaissent ça, c'est souvent des parents, parce que, tu sais, entre parents, on s'en parle tout. Ah, ton bébé dort pas, le mien, il dort, qu'est-ce que t'as fait? Fait que, tu sais... après ça, au niveau des parents, il y a comme 2 écoles de pensée. Fait que soit il y en a qui sont super pour ça, puis il y en a qui sont super contre ça. Ah ouais. C'est des avis assez partagés. Et puis, au niveau des écrans, parce que tu parles des écrans, est-ce qu'on parle de téléphone, iPad ou aussi la télé qui peut avoir un impact? Puis est-ce que y a-tu un petit truc, ça, mettons, pour autant les adultes que les enfants, qu'une heure avant... Tu sais, moi, j'ai souvent lu ça ou entendu ça, on suggère 3 heures avant ou 1 heure avant. Y a-tu vraiment un impact ou plus ou moins? Non, il y a vraiment un impact. Il y a vraiment un impact. En fait, c'est que la lumière des écrans... le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre la lumière des écrans puis la lumière du soleil. Fait que c'est pas un mythe, ça. Non, c'est vraiment pas un mythe. Fait que quand le cerveau va... Mettons, quand tu captes la luminosité, là, tu regardes le soleil, là, tu regardes dehors, ça donne un message au cerveau de produire du cortisol, qui est l'hormone de l'éveil. Fait que, tu sais, quand on regarde notre écran avant d'aller se coucher, le cerveau, il sait pas si c'est encore le jour dehors, parce que lui, tout ce qu'il capte, c'est la luminosité. Fait que même s'il fait noir dehors, on a quand même l'impression, à cause de la luminosité qui vient du téléphone, de l'écran, de la télé, de peu importe, qu'il fait encore clair. Donc, le cerveau va produire du cortisol pour te garder réveillé. C'est là que quand tu fermes ton cil, ça peut prendre du temps avant de trouver le sommeil. Wow. Oh ouais. Ouais, ça a vraiment une incidence. Puis là, présentement, tu te spécialises dans les 0 à 12 ans. Ouais. Est-ce que tu peux te spécialiser aussi pour 12 à 100 ans, mettons? Ou y a-t-il une autre spécialisation pour ça? Bien, moi, dans la formation que j'ai faite, tu avais 3 formations que tu pouvais suivre, le 0,5, le 0,12 et le 0,100 ans. Fait que là, cette formation-là était plus chère. Puis, ça, c'était vraiment comme de la naissance jusqu'à la mort. Là. C'était vraiment le sommeil des adultes de tous âges. Là. Mais moi, ça m'intéressait moins. Mais il y a la possibilité, avec l'Institut que j'ai choisi de faire cette formation-là. Génial. Puis c'est quoi exactement la mission d'une consultante du sommeil? Là, c'est sûr, j'imagine, tu vas me dire d'aider le sommeil. Là. Mais à quel moment tu dis, moi, j'en ai besoin d'une ou moi, mon enfant va bien? Oui. Ben en fait... Moi, ce que je recommande tout le temps aux parents, c'est ça ne sert à rien de prendre une consultante en sommeil quand la façon d'endormir ton bébé, tu sais, quand ta situation te convient. Ouais. Fait que, tu sais, même si tu fais du cododo, même si tu endors ton bébé dans tes bras, quoi que ce soit, tant que ça te convient, go for it. Mais le moment où ce que tu commences à rentrer dans une phase de... Là, tu sais, je trouve ça difficile de bercer mon bébé. Là, je manque de sommeil à un point où ce que, genre, moi, en tant que maman ou en tant que papa, ça m'affecte beaucoup, bien, faut pas attendre d'être rendu au point de non-retour avant d'aller chercher de l'aide. Il faut vraiment attendre OK, là, ma situation ne me convient plus, mon bébé dort pas, c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour moi, fait que je vais aller chercher de l'aide. OK. Fait que toi, c'est vraiment d'accompagner les parents à avoir un meilleur sommeil autant pour eux que pour l'enfant. Oui, bien, tu sais, je vais travailler au profit de l'enfant parce que mon but, c'est vraiment que les enfants dorment, mais... J'ai beaucoup le parent comme mission aussi parce que moi, étant un parent qui a manqué de sommeil avec mes enfants, je sais c'est quoi les répercussions que ça peut avoir. Quand tu es fatigué, tu n'es pas disponible pour ton enfant, tu es impatient, tu es frustré. Fait que là, ton enfant n'a pas la meilleure version de toi. Puis toi non plus, tu n'offres pas le meilleur à ton enfant. Non. Fait que j'essaie beaucoup de déculpabiliser les parents de faire affaire à une consultante. Parce que, comme je te disais, il y a vraiment 2 écoles de pensée. Il y en a qui sont vraiment contre ça, il y en a qui sont pour. Fait que j'essaie de montrer aux parents que ton sommeil à toi aussi il est important. Oui, on veut faire dormir bébé, mais tout le monde va en profiter dans la famille. Là. Ben oui.
Puis là, on parle justement du manque de sommeil. Concrètement, c'est quoi le sommeil? C'est quoi les effets sur notre cerveau ou sur notre humeur ou sur tout, en fait? Oui. Tu sais, le sommeil, c'est une fonction vitale. Fait autant manger, boire, dormir, c'est une fonction vitale. Fait on est obligé de dormir pour se maintenir en vie, pour se maintenir en santé. On va passer, pour une personne qui dort normalement, le tiers de notre vie à dormir. T'sais, si on dort 8 heures par jour, on va passer le tiers de notre vie à dormir. Fait que, tu sais, c'est vraiment à la base de la vie, là, le sommeil. Là. Puis quelqu'un qui n'obtient pas toutes les heures de sommeil requises, parce que, tu sais, on parle du 8 heures de sommeil par nuit, mais ça change, ça varie beaucoup selon les personnes. C'est un peu là, je voulais m'en aller. Qu'est-ce qu'on considère un bon sommeil? Parce que justement, je trouve je pense à quand j'étais enfant, on me disait 8 heures de sommeil nécessaire. Adulte, il y en a qui disent moi, je dors 4 heures, moi, 6 heures. Mm-hmm. Comment on définit que, ça, c'était une bonne nuit de sommeil? Pour les adultes, je te dirais que ça tourne plus autour de 7 à 9 heures de sommeil. Quand même. Oui, fait que ça dépend des gens. Mm-hmm. Évidemment, il y en a qui vont survivre sur 5 heures de sommeil puis qu'ils vont être capables de vivre leur vie puis il n'y aura pas de répercussions. Ouais. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle des petits dormeurs. Ça existe, c'est correct. Puis tu as aussi des gros dormeurs. Fait que c'est pas un mythe. Là. Quelqu'un qui dort beaucoup, c'est peut-être parce qu'il en a besoin. Fait que, tu sais, il existe des petits dormeurs et des gros dormeurs, mais en général, on a besoin de 7 à 9 heures en tant qu'adulte. Puis mettons, à l'adolescence, c'est plus 8 à 10. Puis quand on arrive, comme dans l'âge plus avancé, là, quand on est plus 65 ans et plus, mettons, les besoins en sommeil vont diminuer un petit peu, fait qu'on est plus autour du 7-8 heures, mettons. Ah ouais? Fait que, ça diminue plus l'âge avance. De 8 à 10 à l'adolescence. Ouais. C'est quand même beaucoup, là. Si on parle, 10 heures un peu moins, mais c'est pratiquement une demi-journée qu'on pourrait passer à dormir. Oui, absolument. Ça affecte-tu la croissance, le développement de... Là, je reviens pour les enfants, là, je m'excuse. Mais non, c'est correct. Est-ce qu'on... Pour que l'enfant ait une bonne nuit de sommeil, est-ce que ça va jouer sur sa croissance, sur son développement? Ouais. Oui, bien, tu sais, c'est sûr. Mettons, là, moi, dans l'enfance, c'est plus 10 à 12 heures de sommeil que je vais recommander. Fait que, tu sais, jusqu'à peut-être, je sais pas moi, 10 ans, mettons, là, tu sais, un bon 10 heures. Tu sais, dans l'enfance, là, généralement, tu sais, moi, mes filles dorment des 12 heures. Ils se couchent à 7 heures, ils se réveillent à 6h30, genre, le matin, là. Fait que, tu sais, 10 à 12, c'est ce qu'on recommande dans la petite enfance, puis ça diminue un petit peu avec le temps, mais, mettons, un enfant ou un adulte, c'est les mêmes répercussions, là, qui n'aurait pas assez de sommeil. Ça peut, oui, avoir des répercussions sur le développement. Fait qu'on va avoir un enfant, mettons, qui va moins se développer, juste au niveau là, des milestones, là, de ramper et marcher, tout ça, ça peut être retardé un petit peu. Point-là. Au niveau de la croissance, un enfant qui est en manque sévère de sommeil pourrait complètement arrêter de croître, là, de grandir. Complètement. Fait que ça, c'est un manque flagrant de sommeil, là. Je sais pas à quel point c'est courant, mais ça peut arriver. Puis, tu sais, quand on est rendu à l'école, fait que, mettons, un enfant d'âge scolaire, on peut aussi avoir des problèmes au niveau de la mémoire, de la concentration. Souvent, on va penser, mettons, qu'un enfant va avoir un TDAH, mais en fait, il est juste en gros manque de sommeil. Impossible. Fait qu'on peut avoir les mêmes symptômes. Fait qu'on va envoyer notre enfant en évaluation pour un TDAH parce que, ben là, il y a de la misère à se concentrer, il y a de la misère à des problèmes de mémoire. On va voir toute l'irritabilité. On va penser que c'est dû, mettons, au TDAH. On va faire évaluer. Oui, c'est vrai qu'il répond aux critères, puis on va médicamenter l'enfant, tandis que c'était peut-être juste un problème de sommeil qu'on avait. Fait que ça peut amener des mauvais diagnostics. Ça peut aussi amener des problèmes au niveau de process, le glucose. Là, fait que ça peut amener des problèmes de diabète aussi quand on a un gros manque de sommeil. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses là, qui peuvent découler d'un manque de sommeil. Là, je suis bouche bée, là, comme tellement de choses qui se passent dans la tête. Et, wow, OK. Puis, y a-t-il une possibilité, mettons que tu es en manque de sommeil, tu peux-tu rattraper un manque de sommeil ou une fois que ou tu peux pas vraiment rattraper ça? Tu peux rattraper ça. Ouais. C'est juste que souvent, mettons, on va dormir beaucoup la nuit, on va se médicamenter pour dormir. On va prendre la mélatonine, par exemple. Bon, je suis content qu'on en parle. On arrivait là. C'est que il y a la quantité de sommeil, puis il y a la qualité du sommeil aussi. Fait que, tu sais, souvent, là, je sais pas si ça t'est arrivé, tu bois de l'alcool, tu bois un petit verre de vin, t'es comme plus somnolent, tu dis, je vais bien dormir à soir, mais la qualité de ton sommeil va être moins bonne si tu as bu de l'alcool que si tu n'en as pas bu. Fait que, tu sais, on va souvent dire, oh my God, j'ai bu un petit verre de vin, je me suis bien endormie, je me suis réveillée plus tard, mais
ton sommeil, tu n'atteindras pas autant un sommeil profond si tu as bu de l'alcool que si tu n'en as pas bu. Oh, ouais. Fait que, tu sais, oui, ça se rattrape, là, le manque de sommeil, mais c'est qu'il faut prendre des bonnes habitudes de sommeil pour avoir un sommeil de qualité. Fait que c'est pas juste la quantité qui compte. Donc, l'alcool, j'imagine que la caféine ainsi que d'autres substances ont un impact sur notre sommeil. Oui, absolument. Fait que là, tu disais qu'il y a une différence entre la quantité de sommeil et la qualité du sommeil. Fait que j'imagine que notre sommeil a plusieurs cycles. Oui. Puis, comment je peux savoir si j'ai eu un bon cycle? Ben, pas que j'ai eu un bon cycle, mais comment je peux savoir que j'ai eu une bonne qualité de sommeil? Est-ce que je vais me réveiller juste plus en forme que d'habitude? Oui, ben tu vas le savoir le lendemain matin, tu vas te sentir reposé. T'sais, nous, maintenant, en tant qu'adultes, on a des cycles de sommeil qui durent 2 heures. Fait que ça fait que dans ces 2 heures-là, on atteint comme toutes les phases de sommeil. Là. Fait que le sommeil lent, le sommeil paradoxal, le sommeil profond, on atteint tous nos cycles de sommeil à l'intérieur de ces 2 heures-là. Fait que tu as plusieurs occasions comme de te rendre au sommeil profond à travers tes cycles de sommeil. Puis, entre ces cycles de sommeil-là, on a un micro-réveil. Fait que ça dure environ 1 à 2 minutes. C'est souvent là, mettons qu'on va se réveiller, mettons si on a besoin d'aller aux toilettes, ben, ça va être dans un micro-réveil qu'on va aller là. Mais si quelqu'un nous réveille pendant qu'on est dans le sommeil profond, c'est là que souvent tu vas te réveiller vraiment là, tu sais, désorienté, mettons. Là. Oh, ouais. Tu sais, genre, je sais pas, tu es en train de dormir, quelqu'un te réveille pour X raison, puis là, tu te sens là, poqué, ben raide, tu étais probablement dans ton sommeil profond, puis là, ça t'amène à être vraiment désorienté au réveil. Là. Parce que les siestes, parce que, tu sais, on dit tout le temps qu'une bonne sieste optimale, c'est 30 minutes, 20 à 30 minutes. Ouais. Puis souvent, en tout cas, je fais pas beaucoup de siestes, mais je trouve le peu de fois que j'en ai fait, des fois, je me réveillais, puis j'étais comme, c'est quoi mon nom, où suis-je? Est-ce que c'est parce que j'étais dans un sommeil profond, puis là, je me suis réveillé, entre guillemets, pas au bon moment? C'est possible. C'est parce que ça dépend. On n'atteint pas notre sommeil profond comme au même moment à l'intérieur de notre cycle. Fait que, ça dépend. D'habitude, un cycle, ça dure 2 heures. Fait que ce serait bien rare que tu te sois réveillé toi-même d'un sommeil profond, à moins qu'il y ait eu une force extérieure qui soit venue te réveiller, mettons. Puis là, tu as dit qu'il y avait 3 cycles. Il y en a 5. 5? OK. Est-ce qu'on peut les décortiquer? J'aimerais comme vraiment m'informer par rapport à ces 5 cycles-là. Là, je ne les connais pas par cœur. Okay. Tu as le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal. Puis le sommeil profond, en tout cas, il y en a 5. Là, je suis plus au courant du sommeil des bébés que celui des adultes. Là. Mais tu sais, mettons, le sommeil paradoxal, c'est là qu'ils vont tous se produire les parasomnies du sommeil. Fait que tout ce qui est somnambulisme, c'est fascinant. Ouais, ça arrive dans les phases paradoxales. Fait que tu as le somnambulisme, le bruxisme, ça, c'est quand tu grinces des dents. Tu as les terreurs nocturnes, c'est plus pour les enfants. Rendu dans l'âge adulte, en tout cas. Tu as d'autres parasomnies, des choses qui t'arrivent là, à travers de ton sommeil. Là. Souvent, c'est plus les enfants qui vont vivre des parasomnies que les adultes, mais ça arrive quand même là, des adultes qui vont faire du somnambulisme, par exemple. Puis est-ce que les enfants ou les bébés ont le même 5 cycles de sommeil que nous? Non, bébé naissant, tu as 2 cycles de sommeil. Le sommeil lent puis le sommeil agité. That's it. Puis plus ça va, plus tu gagnes. Parce que les cycles de sommeil des bébés, ils durent environ 30 à 40 minutes. Nous, c'est 2 heures. Fait que plus ça va, plus tes cycles de sommeil augmentent. Fait que c'est pour ça que souvent, les bébés vont faire des siestes de genre 30-40 minutes top chrono parce que le cycle est fini. Ils sont genre, bon, ben, je suis prêt à continuer ma journée. Fait que moi, ma job, c'est d'aider les bébés à enchaîner leur cycle de sommeil pour faire des meilleures siestes, mettons. Wow! Puis à quel moment dans la croissance, est-ce qu'il passe de 2 cycles à 5 cycles ou il passe de 2 à 3 à 4 et après? De 2 à 3 à 4, ça augmente tranquillement. Puis, mettons, souvent, on va avoir une régression de sommeil autour de 4 mois. Puis comme tous les parents sont au courant de ça, là, tout le monde est genre la fameuse régression des 4 mois. Genre, tout le monde le sait. C'est parce qu'autour de 4 mois, on va passer d'un rythme ultradien à un rythme circadien. Fait que le rythme circadien, ça, c'est nous les adultes. On a ça, c'est un rythme sur 24 heures. Fait que tu as un cycle de veille et de sommeil à toutes les 24 heures. Fait que tu te réveilles le matin, tu t'endors le soir sur 24 heures. C'est tout le temps ça. Mais quand on est bébé naissant, on fait ce cycle-là à toutes les 4 heures. Ce qu'on appelle un rythme ultradien. Fait que ça, à toutes les 4 heures, tu as le veille-sommeil qui part plusieurs fois par jour. Puis autour de 4 mois, c'est là qu'on passe au rythme circadien. Fait que souvent, c'est dû à ça, la régression de sommeil. Wow. Puis là, OK. Fait que là, c'est à partir de 4 mois que l'on tombe dans le 5 cycle.
de sommeil? C'est ça que je compte? Non, c'est pas ça. Non, écoute, c'est complexe le sommeil, mais on va passer de 2 cycles à 3 cycles à 4 cycles. Puis généralement, c'est entre 3 et 6 ans qu'un enfant va atteindre des cycles des adultes. Fait que, ça dépend beaucoup des enfants, mais c'est plus vieux vraiment qu'on va atteindre des cycles de 2 heures là, au niveau du sommeil. Puis un enfant, tantôt tu disais que si un enfant avait beaucoup de problèmes de sommeil, ça peut affecter sa croissance. Ouais. Est-ce que ça peut décaler le fameux 5 cycles s'il y a un mauvais sommeil jeune ou généralement non? Non, généralement, ça suit pas mal la maturation du cerveau. Là, fait que c'est pas nécessairement... ça n'a pas nécessairement de lien. C'est vraiment plus selon l'avancement là, de l'enfant. Puis tantôt, tu as parlé de mélatonine, tu disais que justement les adultes. C'est quoi ça l'effet sur quelqu'un qui prend la mélatonine à chaque jour pour s'endormir ou quelqu'un qui n'en prend pas? Est-ce que cette personne-là va atteindre quand même un cycle profond de sommeil ou ça va-tu affecter ses cycles de sommeil? Bien, en fait, en général, nous, en tant qu'humains, on produit de la mélatonine de manière naturelle. Fait que ça, c'est une hormone qui est produite par le corps. En soirée, mettons, tu vas atteindre ton pic de mélatonine autour de 9 heures le soir. Fait que c'est souvent pour ça que c'est une heure plus... c'est plus idéal de se coucher autour de cette heure-là parce que c'est là qu'est ton pic de mélatonine. Fait que c'est là que tu vas avoir une meilleure chance de bien t'endormir. On atteint notre pic de cortisol, qui est l'hormone de l'éveil, autour de genre 4 heures du matin. Fait que c'est souvent pour ça que le sommeil va être un petit peu de moins bonne qualité. À ce moment-là, ça va être un sommeil plus agité, un sommeil moins profond. Mais comme on en produit naturellement de la mélatonine, si tu prends des suppléments de mélatonine, à long terme, ça peut amener ton corps à arrêter d'en produire parce que tu le supplémentes. Fait qu'il sent qu'il n'y a plus besoin d'en produire. Fait que si tu arrêtes de prendre ton supplément de mélatonine, bien là, ton corps, il n'en produira plus parce qu'il était trop habitué qu'on lui en donne. Fait que ça peut amener comme des troubles au niveau là, de gérer tes hormones. Là. Wow! Mais c'est vous quand le corps humain est intelligent, il s'adapte à tout. Ouais. Puis as-tu... Là, on reprend cet exemple-là, quelqu'un qui en a trop pris, est-ce que son corps peut revenir à l'état normal et finir par en recréer après un certain temps? Oui, on peut. Il y a des façons de faire comprendre à ton corps c'est quand qu'il doit produire de la mélatonine, mais tu sais... c'est sûr que ça va te demander une adaptation. C'est comme tout, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que, mettons, moi, c'est rare que je vais recommander à quelqu'un de prendre de la mélatonine. Ouais. Tu sais, on va avoir des enfants, mettons, un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme va avoir plus de difficultés à dormir. Fait que c'est dans ces moments-là que je vais recommander la mélatonine parce que la production d'hormones pour un enfant qui est autiste ne sera pas la même qu'un enfant qui ne l'est pas. Fait que, tu sais, mettons, 80% des enfants autistes vont avoir des problèmes de sommeil. Fait que là, je vais en recommander de la mélatonine parce que je préfère que l'enfant dorme que le contraire. Oui, totalement. Fait qu'à ce moment-là, je vais en recommander, mais c'est vraiment rare qu'un parent va me demander « Ah, je peux-tu lui donner de la mélatonine? » puis que je vais dire oui. Il y a d'autres moyens qu'on peut faire en sorte, genre, d'apprendre au cerveau « Ah, c'est quand que je dois produire de la mélatonine? » Fait qu'on va utiliser ces moyens-là avant de passer à la mélatonine. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques trucs? Oui. Oui, certainement. Ben, tu sais, le cerveau, il comprend comment faire son alternance veille-sommeil avec l'exposition à la lumière. Fait que, tu sais, le jour, on essaie de s'exposer le plus possible à la lumière. Ouais. Fait que, tu sais, si on travaille dans un bureau, mettons, il faudrait qu'il y ait une fenêtre ou, tu sais, des choses comme ça. On essaie de pas, genre, s'enfermer dans notre sous-sol ou quoi que ce soit. Si on fait du télétravail, il faudrait aller prendre l'air un peu, tu sais. Fait qu'il faudrait, comme, s'exposer à la luminosité, pas juste de la lumière de la maison, là, genre de la lumière extérieure. Fait que s'exposer à la luminosité pour faire comprendre que, OK, là, c'est le jour. Puis quand que c'est rendu en soirée, on tamise les lumières de la maison. Fait que on essaie de pas utiliser les grosses lumières. On utilise les lumières, une petite lampe ou quelque chose pour tamiser les lumières de la maison. Puis d'avoir un horaire de repas qui est relativement stable aussi, ça peut aider le corps à comprendre quand produire les bonnes hormones. Oui, fait que ça aussi, c'est vrai que de manger avant d'aller coucher, c'est pas bon, là. Non. Okay. Non, c'est clair. Puis, tu sais, on essaie de produire, de manger aux mêmes heures à peu près. Fait que, tu sais, c'est pour ça que souvent, mettons, à l'école, l'heure du dîner est toujours à la même heure. Tu sais, on essaye comme de manger aux mêmes heures pour faire comprendre au corps que, OK, bon, ben j'ai soupé à 6 heures, 3 heures après ça, il faut que je me mette à produire de la mélatonine. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'horloge biologique. On veut synchroniser notre horloge biologique pour la production d'hormones. Fait que c'est pour ça que, genre, 30 minutes avant d'aller dîner, t'as faim. Ton cerveau t'envoie le message que, hey, d'habitude, tu dînes à midi, là, il est 11h30, fait que nourris-moi bientôt, là.
Fait qu'on comprend tout. Tu sais, souvent, il y en a qui sont réglés comme une horloge aussi pour aller aux toilettes. Ouais. Genre, tu vas aux toilettes toujours aux mêmes heures. Ouais. Ben, c'est la même chose. C'est tout les messages que le cerveau t'envoie pour remplir tous tes besoins comme généralement aux mêmes heures. Fait que c'est là qu'on va venir s'aider pour produire de la mélatonine généralement aux mêmes heures le soir aussi. Oh my God! Mais c'est super intéressant qu'on peut, dans le fond, dérégler, mais aussi régler notre propre corps de certaines façons avec de certains trucs. Oui. Puis, tu sais, juste, mettons, des routines du soir, juste tout ce qu'on fait en soirée. Tu sais, par exemple, au niveau, mettons, de l'alimentation, là. Si tu as un gros repas à manger dans ta journée, t'es mieux de le manger sur l'heure du midi que de le manger en soirée. Pour vrai? Ouais. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Ouais. Parce que souvent, les gens vont me dire qu'ils vont préférer prendre un gros repas en soirée plutôt qu'au dîner parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont comme, tu sais, vraiment patates après le dîner, exact. Ouais. Fait que là, c'est plutôt l'inverse qu'on devrait faire. Ben, c'est parce que quand on parle de gros dîner, on parle d'un dîner, mettons, avec un grand apport calorique. Oui. Parce qu'on veut avoir un rush de dopamine pour être capable de faire notre après-midi, d'avoir de l'énergie pour être capable de compléter nos tâches. Tandis qu'en soirée, on veut comme plus produire de la sérotonine, on veut plus comme se calmer. Fait on va essayer de prendre un repas qui est plus riche en glucides, mettons. Fait que c'est un repas de pâtes, une soupe, des choses comme ça, pour aider aussi au niveau de la digestion. Si on a un gros repas lourd, on va digérer plus pendant la nuit, puis là, ça va comme l'énergie du corps va être concentrée à digérer. Fait que là, ça va amener une moins bonne qualité de sommeil. Est-ce que ça va affecter aussi notre cycle de sommeil? Ça n'affectera pas le cycle. Okay. Plus comme la qualité, parce que toute l'énergie va être mise à la digestion, puis là, ça peut affecter la qualité du sommeil. Puis tantôt, tu as parlé de routine du soir. Ouais. C'est quoi exactement une routine du soir pour préparer le sommeil? Oui, tu sais, mettons, on parlait des écrans, là. Oui, il faudrait faire un arrêt d'écran 1 heure avant d'aller se coucher. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on essaye d'avoir relativement les mêmes étapes. Tu sais, moi, ça, c'est ce que je vais beaucoup recommander aux enfants, mettons, d'avoir toujours les mêmes étapes de routine du soir. En tant qu'adulte, c'est moins important parce que, tu sais, on est quand même capable, on a une meilleure capacité à s'endormir, à aller se coucher. Mais, tu sais, on essaye quand même si on a à prendre une collation en fin de soirée, on prend quelque chose qui est vraiment léger. Fait que, un yogourt ou un petit bol de céréales ou quelque chose de même, mais quelque chose de petit. Puis il y a même des nourritures qui vont favoriser le sommeil, genre les bananes, les avocats. C'est des aliments qui vont genre aider au sommeil. Fait que ça, mettons, au souper, ça serait peut-être une bonne chose d'avoir ça. Ouais. Tu vois, ça, c'est encore drôle parce que souvent, longtemps, je me suis fait dire, en fait, que c'était pas bon de manger soit un fruit ou un légume avant d'aller se coucher. Mais là, finalement, la banane et l'avocat pourraient être bons pour le sommeil. Mais ça, c'est parce que il y a, dans le fond, c'est des aliments qui aident à la production de sérotonine pour bien s'endormir. Ben, bâtard. Y a-t-il des règles universelles autant pour les bébés naissants que pour les adultes que tu suggères qui sont vraiment importants? Fait que, mettons que tu disais 1 heure sans écran avant d'aller se coucher. Est-ce que autant bébé, enfant, ado, adulte, y a-t-il des choses qui se ressemblent que tu suggères un peu à tout le monde? Oui. Ben, mettons, avant 8 mois, les siestes, on peut les faire à la clarté, mais le reste du temps, mettons, à partir de 8 mois, on va toujours essayer de dormir dans la plus grande obscurité possible. Fait qu'autant le soir que le jour, que peu importe, on essaie vraiment comme que notre chambre soit vraiment le plus obscure possible. Fait que, tu sais, avec l'été qui arrive, le soleil qui se lève à 5 heures du matin, essaye de t'assurer que tu as un bon rideau occultant ou quoi que ce soit pour bloquer tous les rayons de soleil parce que, justement, ça vient... Mettons que l'œil capte la luminosité à 5 heures du matin, va tranquillement se conditionner à toujours se réveiller à 5 heures du matin parce que je capte la luminosité, je comprends que c'est le jour, je produis du cortisol, donc tu t'endormiras plus après. Fait que, tu sais, un réveil super tôt. Tu sais, souvent, les enfants, là, genre, tu vas entendre ton entourage dire « Ah, moi, mon enfant, il se réveille à 5 heures, genre, il ne pouvait plus se rendormir. » Y a-tu un bon rideau occultant dans sa chambre pour complètement bloquer la lumière? Puis autant, mettons, un ado, là, d'avoir un ordinateur dans sa chambre, d'avoir une télé dans sa chambre, c'est non. Tu sors ça, pas d'écran dans la chambre. On essaie vraiment comme de... Ben, tu sais, ça, autant pour un réveil la nuit, hein, je vais aller jouer à mes petits jeux vidéo, genre, non. On enlève tout ce qui est écran dans la chambre. Puis on essaie vraiment là, de faire un couvre-feu là, numérique. Là. Fait que, genre, de ne pas utiliser nos téléphones en soirée. Ou si jamais tu te réveilles au milieu de la nuit, premièrement, regarde pas l'heure. Parce que ça va juste te stresser.
c'est tellement vrai. Ça oh non, là, il me reste 2 heures à dormir. Ah, là, tu tournes dans ton lit, t'es là, ah non, là, j'arrive pas à m'endormir, il me reste juste 1 heure, puis là, tu t'endormiras jamais, là. C'est genre la grosse anxiété liée au sommeil. Fait que, tu sais, ça, regarde pas l'heure. Regarde pas ton cell non plus, là. Si tu te réveilles la nuit, commence pas à genre aller jouer un Candy Crush sur ton cell, là. Genre, c'est pas le temps, là. Comme là, c'est l'heure d'aller se coucher. Puis, tu sais, mettons, au niveau adulte, on va essayer de pas rester dans son lit quand on n'est pas capable de s'endormir. Mettons, là, tu te couches le soir, puis tu virailles, tu essaies de t'endormir, puis ça marche pas. Ben, t'es mieux de te lever, d'aller, genre, boire un petit verre d'eau, d'aller, comme, lire un livre, quoi que ce soit, whatever. Si, genre, t'as plein de pensées dans ta tête, tu les écris, genre, sur une feuille de papier, puis après ça, tu retournes te coucher. Ben, si tu restes réveillé dans ton lit, ton corps va faire l'association qu'on reste réveillé dans notre lit, fait que ça va, comme, te garder réveillé quand t'es couché dans ton lit, mettons. Tu vois, ça, c'est super intéressant parce que souvent, moi, je me réveille, puis je me dis, si je me lève, je pourrais jamais me rendormir, fait que j'ai tendance à rester couché. Puis c'est justement là que je commence à virailler de tous les côtés, puis on dirait que je suis incapable de me rendormir. Mais tu sais, je conseille ça, mais comme je l'applique pas moi-même. Là, mais... c'est ça, j'imagine des fois. Tu sais, c'est comme le cordonnier mal chaussé, là, mais tu sais, mettons, idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Ah ouais. Parce que là, tu disais, mettons, d'avoir des bons rideaux pour les enfants ou les bébés. Y a-tu... par tranche d'âge. C'est quoi le must que tu suggères à tous? Fait que, mettons, de 0 à 2 ans, tu dis avoir des bons rideaux. Genre. Aïe, mon Dieu, tu peux même pas me demander ça. C'est des must, genre, au niveau du sommeil. Ben, tu sais, mettons que l'environnement de sommeil que je recommande à tous mes clients, tu sais, fait que pour les 0-12, mais qui pourrait s'appliquer aussi pour les adultes, fait que, tu sais, d'avoir une chambre qui est épurée. Fait que, tu sais, pas une chambre, genre, si ta chambre est en bordel ou genre, pour des bébés, mettons, on évite les grosses couleurs fluo, genre, les gros mobiles qui font de la lumière. Ta chambre, là, tu la gardes épurée, tu gardes des couleurs neutres. Tu t'assures vraiment que ça soit un sanctuaire de sommeil, là. Tu sais, genre, tu vas dans ta chambre pour te reposer, là. Fait que c'est pas le moment, genre, de mettre de la grosse déco, de mettre des grosses affaires, tu sais. Tu vas passer plein de temps à faire ta chambre, mais au final, tu vas juste aller dedans pour te fermer les yeux puis dormir. Fait que, oui, c'est le fun qu'elle soit cute, là, mais on essaie de la garder le plus épurée possible. Même chose pour les enfants. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à pas dormir sans un bruit blanc ou une musique ou un bruit de ventilateur ou quoi que ce soit. Ça part vraiment de l'enfance. Fait que, tu sais, moi, en ce moment, les parents, je vais dire, si tu es capable de pas mettre de bruit blanc dans la chambre de l'enfant, mets-en pas. Mais si tu as vraiment besoin d'en mettre un, on va mettre le volume le plus bas possible. Puis on va mettre le bruit blanc le plus loin possible de la tête de l'enfant ou de notre tête à nous parce que à long terme, ça peut causer des dommages à l'audition. Fait que j'ai discuté avec des audiologistes là, qui me disaient ça. D'avoir un bruit de fond, ça peut, comme à long terme, mettons, ils vont voir beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont genre 5-6 ans qui ont des problèmes d'audition. Ben c'est causé, mettons, par les bruits blancs qui ont été là 12 heures par nuit, toutes les nuits, pendant les siestes, etc. Fait qu'aujourd'hui, ça cause des problèmes pour ça. Puis c'est les compagnies de marketing pour bébés qui sont vraiment bonnes, qui vont te faire penser genre... bébé revient de l'hôpital, il était habitué au bruit du ventre, fait que mets-lui un bruit blanc, il va mieux dormir, mais genre, ça n'a pas rapport, là. Pour vrai? Peut-être, genre, naissant, là, le premier mois, mettons, le métier après ça, c'est plus obligatoire, là. Je suis flabbergasté. Là, en parlant de bruit blanc, puis pour les adultes, y a-t-il un impact aussi pour ça? Est-ce que ça peut affecter leur audition à long terme aussi? Ou... C'est sûr que oui. Tu sais, tout bruit blanc que tu vas garder vraiment à long terme dans ta chambre va pouvoir affecter ton audition, là. Fait que, tu sais, encore une fois, si on a un bruit blanc, on met le volume pas fort, on le met loin de notre tête. Fait que, c'est une machine à bruit blanc sur la table de chevet, plus ou moins. Essaye de le mettre comme à l'autre bout de ta chambre, mettons. Puis quelqu'un qui est habitué de dormir avec un petit bruit de fond, un bruit blanc ou un ventilateur, c'est quoi le truc que tu donnes autant pour les parents que pour un adulte, finalement, de réussir à arrêter d'utiliser un bruit de fond? Parce que est-ce que ça affecte le sommeil? Là, c'est comme 2 questions en un. Ça affecte pas le sommeil en soi, mais mettons, au niveau des bébés, souvent, tu sais, je te parlais des cycles de sommeil qui durent 40 minutes. Si bébé s'est endormi avec un bruit blanc, puis qu'il se réveille 40 minutes plus tard, puis qu'il n'y a plus de bruit blanc, bien là, dans son micro-réveil, ça se peut que ça le réveille complètement parce qu'il fait comme « je suis encore dans le même environnement que je me suis endormi. » Fait que, tu sais, je sais pas si ça peut faire la même chose pour l'adulte. Tu sais, j'ai pas étudié en profondeur l'adulte. Fait que je sais pas si ça pourrait faire la même chose, mais tu sais, si, mettons, tu t'endors avec le bruit puis tu te réveilles plus tard dans la nuit puis que le bruit est plus là, peut-être que ça pourrait causer un réveil qui se serait pas produit si tu avais eu le bruit toute la nuit. Là. Wow! Ouais.
C'est fou parce qu'il y a tellement de choses que j'apprends présentement sur le sommeil que, tu sais, je me disais, rendu à 29 ans, je devrais être au courant des choses, mais finalement, tellement de choses que j'ignore. Puis, c'est un peu, j'ai l'impression que le sommeil est un peu la base de tout. Tu sais, si on n'a pas un bon sommeil, tantôt tu disais que ça affectait notre croissance pour les enfants, ça affectait aussi, on est plus irritable, la mémoire. Ça, c'est pour l'adulte aussi, j'imagine. Absolument. Oui, vraiment. Puis, tu sais, mettons, un enfant, un adolescent à l'école, tu sais, moi, j'ai eu des élèves 6e année qui me disaient, genre, hey, Madame Marie, je me suis couchée à 2 h du matin, j'ai joué à mes jeux vidéo, puis je suis comme, t'as un examen aujourd'hui. Wow. Tu sais, genre, les résultats scolaires peuvent être affectés par un enfant qui manque de sommeil. On va avoir des enfants qui vont se coucher la tête sur leur bureau, qui vont être comme plus... Tu les vois qui sont fatigués, qui ont des cernes jusqu'en bas des joues, genre, puis que tu le vois qui sont vraiment fatigués, puis ça va venir affecter leur relation interpersonnelle aussi avec les autres. Ça peut venir affecter tellement de choses dans ta vie. Ça peut même amener, là, mettons qu'on va dans un... Vraiment, au bout, là, ça peut amener à la dépression. Tu peux avoir des idées suicidaires aussi quand tu es en gros manque de sommeil. Fait que, tu sais, ça peut causer énormément de problèmes quand on est en manque flagrant là, de sommeil. Puis, mettons, cette carence de sommeil-là, c'est quoi les trucs pour, comme, vraiment la renverser, faire un gros 180? Oui. Bien, tu sais, c'est sûr que on va mettre tous les trucs comme que je t'ai dit en place. Fait que, on va essayer d'avoir une bonne alimentation, de faire de l'exercice. On va essayer de se coucher un petit peu toujours à la même heure le soir, d'éviter d'avoir notre téléphone ou un écran dans notre chambre, d'éviter de prendre des suppléments de mélatonine. On va vraiment s'assurer que le sommeil, c'est notre priorité. Puis, c'est en fait tous nos éléments de bien-être qu'on parle, fait que l'alimentation, le sport, tout ça, ça vient comme aider au sommeil et le sommeil vient aider à ça. C'est un peu comme tout est interrelié là-dedans. Oui. Fait que d'avoir une bonne alimentation, de faire du sport, de tout ça, ça vient affecter le sommeil. Fait que c'est un peu d'avoir une bonne hygiène de vie pour être capable de bien dormir puis de prioriser son sommeil. Surtout. Tu sais, parce que là, je parle pour moi, là, principalement. J'ai tendance à un peu banaliser mon sommeil. Puis je manque souvent de sommeil. En fait, je manque beaucoup de sommeil, à vrai dire. Puis, tu sais, même souvent, ça va arriver maintenant que je vais me réveiller en plein milieu de la nuit. Puis là, je vais repenser à des affaires, des choses que je veux finir. Puis j'ai l'impression que c'est un peu une roue qui finit jamais parce que là, je suis tout le temps un peu comme fatigué. Mais là, quand je vais m'entraîner, ça me donne comme un petit boost d'énergie. Je veux pas, ça crée de la dopamine et tout. Fait que je me demande un peu comment... Puis je suis quand même quelqu'un qui mange bien. En fait, je suis quelqu'un qui mange bien. Je bois juste de l'eau, pas d'alcool, pas rien. Fait que j'essaie un peu de trouver des trucs à comment retrouver une bonne nuit de sommeil, un bon cycle de sommeil. Là, tu vois, j'écoute ce que tu me dis, puis je réalise que j'écoute souvent la télé le soir. Quand ma copine elle va lire, bien souvent, je vais jouer aux échecs, mais mon jeu d'échecs est sur mon téléphone. Fait que maintenant, j'ai des lunettes lumière bleue, là, qu'ils appellent. C'est-tu quand même bien, ça, ou c'est un peu un coup de marketing? Je pourrais pas te dire, je suis pas spécialiste. Fait que, si tu remarques pas de différence dans ton sommeil, peut-être que ça n'a pas grand-chose. Puis, au niveau de l'enfant, y a-t-il des mythes que tu trouves que tu entends souvent que tu es comme, mais voyons donc, ça n'a pas de sens? Y a-t-il des mythes au niveau du sommeil que tu es comme, OK, là, il faut arriver en 2024? Là? Le plus gros mythe, puis tu sais, ça n'a même pas rapport avec on est en 2024, mais c'est beaucoup de parents vont dire, il va finir par dormir à un moment donné. Genre, si ton enfant, il est rendu à 1 an, mettons, puis il dort toujours pas bien, il se réveille 12 fois par nuit, il s'endort pas tout seul. Il y a des bonnes chances que si tu fais rien, ça va persister, genre. Okay. Fait que, tu sais, on va souvent se faire dire, mettons, mais il va finir par dormir, là, genre, à un moment donné, à 18 ans, il va toujours bien dormir. Ouais, c'est sûr, là, mais il va falloir un jour ou l'autre que tu travailles sur aider ton enfant à s'endormir tout seul, aider ton enfant dans un réveil nocturne à comprendre comment se rendormir tout seul. C'est rare qu'ils vont le faire par eux-mêmes. Wow! Fait que quand les gens disent il va finir par s'endormir, je trouve on entend souvent il pleure, mais il va finir par s'endormir, il va arrêter de pleurer. Faut que tu ailles voir ton enfant, va pas juste mon Dieu, oui. Mon Dieu, oui. Mais ça, tu vois, ça, c'est le gros bout de l'accompagnement au sommeil, c'est que, je sais pas si tu connais la méthode 5-10-15. Non, mais ça m'intéresse. C'est bon. Pour l'endormissement autonome des enfants, il y en a qui vont utiliser la méthode, on appelle le 5-10-15. C'est une méthode comme d'extinction de l'accompagnement parental. Fait que, tu sais, c'est, mettons, ton enfant pleure 5 minutes, tu vas le voir.
tu sors de la chambre. Ton enfant pleure 10 minutes, tu vas le voir, tu sors de la chambre. Ton enfant pleure 15 minutes, puis là, tu vas le voir à toutes les 15 minutes jusqu'à ce qu'il s'endorme. Fait que ça, c'est juste comme apprendre à ton enfant l'extinction genre de ses pleurs, tu sais, de comme, ben, dans le fond, mon parent ne viendra pas me voir, fait que je vais arrêter de l'appeler. Fait que ça, c'est super controversé. Ça, je l'ai fait avec mes enfants et pour cette raison, je ne le propose pas à mes clients. Fait qu'un enfant qui a un besoin, c'est sûr qu'il faut y répondre puis l'accompagner. Ben oui. Mais tu sais, justement, il faut apprendre à ton enfant à avoir une certaine indépendance au niveau du sommeil si tu veux qu'un jour, il dorme tout seul. Fait que tu penses quoi de le terme, je pense, c'est cododo. Ouais. Tu penses quoi un peu de ça? Est-ce que, tu sais, justement, au Japon, en Suède, dans certains endroits en Afrique, c'est très courant, c'est très populaire. Ouais. Ici, c'est carrément une autre école de pensée, tu sais, plus en Occident. Fait que comment tu vois ça? Bien, en fait, moi, j'ai pas pratiqué le cododo parce que j'avais trop peur d'écraser mes enfants. Il y a eu trop d'histoires d'horreur d'enfants qui étaient morts, enroulés dans les couvertures, étouffés dans les oreillers, whatever, genre en dormant avec leurs parents. Moi, perso, pas capable, mais il y en a plusieurs des parents qui choisissent cette méthode-là. Tu sais, comme, ben là, mon enfant, ça fait 12 fois qu'il se réveille dans la nuit, je vais le prendre, je vais dormir avec, puis là, il va mieux dormir. Go for it. J'ai aucun problème avec ça. Puis ça dépend vraiment beaucoup ça va dépendre de famille en famille. Fait que si toi, t'aimes faire ça avec ton enfant, t'aimes le cododo, ça marche pour toi, go. Genre. J'ai aucun problème avec ça. Mais souvent, genre, des parents qui vont venir me voir, me dire ben là, mon enfant il est rendu à 18 mois, je fais encore du cododo, je suis tannée, aide-moi à le transférer dans son lit. Puis ça, c'est quelque chose que je peux faire. Je vais aider le parent à faire le transfert avec l'enfant dans son lit pour arrêter le cododo, mettons. Fait qu'il y en a qui le font, genre, l'enfant a 6 mois, il y en a qui le font, genre, l'enfant a 3 ans. Tu sais, ça va dépendre de comment ça se passe à la maison. C'est un peu en lien avec ma prochaine question, est-ce que certains enfants deviennent, entre guillemets, dépendants de leurs parents pour pouvoir dormir, ou c'est quelque chose qui se corrige, ça aussi, tu sais, pour des enfants qui ont c'est quelque chose qui se corrige. Mais dis-toi que plus l'enfant est vieux, plus la résistance sera grande. Oh, OK. J'aime cette phrase, OK. Ouais. Fait que généralement, je vais recommander, si on veut l'arrêt du cododo, de le faire avant 18 mois. Ça veut pas dire que tu peux pas continuer après. Si t'aimes ça, tant que t'aimes ça, continue, genre, il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, mettons, j'ai des parents qui vont dire, bon, ben là, mon enfant a 3 ans et demi, je suis enceinte de mon autre enfant, je suis tannée de faire du cododo avec lui, genre, on le transfère dans son lit. 3 ans et demi, là, ça se peut que tu aies plus de résistance, ça se peut que ça soit un processus plus long, mais on accompagne dans la bienveillance, on accompagne l'enfant à dormir dans son lit, on y va graduel. Puis, généralement, tu sais, ça finit par fonctionner, c'est correct, mais il faut un grand vouloir du parent. Okay. Il faut vouloir. Comme si tu n'es pas 100% engagé dans le processus, comme ça ne marchera pas. Puis c'est quoi un peu les techniques par rapport à ça? Tu sais, je veux dire, toi, je me dis, c'est sûr, tu ne passes pas la nuit avec ces parents-là. Là. Comment c'est quoi un peu l'accompagnement que tu fais? Est-ce que l'enfant fait, exemple, une sieste de 30 minutes dans sa chambre, après ça, l'autre sieste de 30 minutes avec ses parents? C'est-tu un peu un genre de, entre guillemets, détachement que tu apprends à l'enfant ainsi qu'aux parents? Oui, ben, mais tu sais, mettons, moi, je vais y aller vraiment plus dans le... Genre, on y va all-in, là. Fait que, tu sais, si on choisit d'arrêter le cododo, ben, autant pour les siestes que pour la nuit, on arrête le cododo, c'est fini. Fait que du jour au lendemain, mais on accompagne l'enfant quand même dans son lit. Fait que, tu sais, moi, mettons, en termes d'accompagnement, j'ai comme plein de forfaits là, que je propose aux parents. Fait qu'on va avoir une visioconférence pendant 1 heure, puis là, je donne tous mes trucs. On shoot. Wow! Voici ce qu'on fait, c'est ça. Puis là, ça dépend des particularités de l'enfant, de l'horaire de travail du parent, de s'il y a des frères et sœurs, de la garderie. Tu sais, il y a plein de choses qui viennent entrer en compte. Fait que j'y vais personnaliser selon la famille. Okay. Fait qu'on donne tous les trucs, puis après ça, j'offre des suivis. Fait qu'à tous les jours, on se reparle, puis comment ça s'est passé cette nuit, puis comment ça s'est passé la sieste, puis comme je donne des trucs au jour le jour pour comme s'adapter selon l'enfant. Fait que ça dépend de... Puis toi, tu disais que c'est tout en vidéoconférence. Fait que c'est encore mieux, ça, parce que peu importe où ce qui était dans le monde. Puis est-ce que tu trouves qu'il y a un aussi bel impact que si tu étais en présentiel ou il n'y a pas vraiment de différence? Il n'y a pas vraiment de différence. Mais tu sais, je l'ai faite une fois en présentiel pour une amie. Fait que, tu sais, ça s'était super bien passé. Mais à distance, mettons, moi, je me mets 100% disponible pour mes clients. Fait que, tu sais, probablement qu'au moment où on se parle, j'ai des messages de clients, genre de gens qui me posent des questions. Là, tu sais, fait que moi, je suis toujours en train de répondre à mes clients. Je les appelle, je suis comme, là, t'as pas l'air à bien filer, genre, ça a pas l'air à marcher, viens, on s'appelle, puis on corrige, on en parle. Fait que, tu sais, je suis 100% disponible. Fait que je pense que si c'était en présentiel,
ben, tu sais, je serais quand même disponible à distance par après. Ouais. Fait que je pense que je suis quand même capable d'offrir le même accompagnement, même si on est à distance. Là. Puis tantôt, justement, on parlait, toi aussi, tu as des jumelles, tu as 2 enfants. Ouais. Puis dans un autre podcast, je parlais de ça avec une autre personne. Puis moi, j'ai toujours dit, on apprend tout en plus sur le terrain que dans tous les livres qu'on peut lire. Est-ce que, justement, tu réfères un peu à ce que toi, tu as vécu pour certains trucs à aider à accompagner les parents? Oui, hein? certain. Puis, tu sais, je le dis tout le temps aux parents que j'accompagne, comme moi aussi, je suis maman. Là. Je sais c'est où que t'es. Je sais, genre, là, la fatigue que tu ressens présentement, j'étais là, 6 mois, genre, je sais qu'est-ce que tu vis. Parce que, tu sais, moi, j'en ai 2, là. Comme j'ai doublement plus de réveils la nuit, doublement plus de problèmes de sommeil avec mes enfants. Fait que, tu sais, je le sais 100% comme qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu sais, des fois, il y a un parent qui va me dire « Hey, mais mon enfant, il a fait ça, c'est-tu normal? » Puis je vais être genre « Ma fille, elle faisait ça aussi. » Genre, relax, c'est correct. Là. Tu sais, genre, j'ai vraiment plus... Mettons, moi, en tant que parent, je ferais pas confiance à une consultante de sommeil qui n'aurait pas d'enfant. OK, bien, c'était justement là que je demande aller. C'est que je trouve que ça amène une certaine crédibilité dans ton travail, vu que toi, tu as tes enfants, parce que tu parles aussi par expérience. Fait que tu peux comprendre exactement comment le parent se sent face à la situation. Ça, c'est clair. Genre, t'engagerais pas, mettons, un coach de sport qui fait pas de sport. Là, comme... Je suis vraiment d'accord. Ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que moi, j'ai fait des méthodes d'endormissement autonome avec mes enfants. Fait que je sais qu'est-ce que j'ai aimé comme approche puis qu'est-ce que j'ai pas aimé. Fait que moi, dans mon accompagnement du parent aussi, je sais, genre, quoi dire, quoi faire pour que le parent se sente écouté, compris, soutenu là-dedans. Parce que, tu sais, moi, je sais qu'est-ce que j'aimerais me faire dire puis comment j'aimerais me le faire dire. Fait que, tu sais, je pense que je suis capable de bien accompagner le parent. Puis j'ai vécu bien des répercussions du manque de sommeil. Fait que, tu sais, des fois, je vais dire aux parents, je sais, genre, comment tu te sens en ce moment, là. Fait que, tu sais, comme, je vais t'aider à passer au travers. Ça, c'est génial. Je trouve ça vraiment important d'accompagner le parent autant que l'enfant, là. Puis est-ce qu'il y a des... Comment je pourrais dire? Est-ce que c'est tout le temps du cas par cas ou il y a des choses vraiment universelles qui fonctionnent pour tous les enfants? Il y a des choses vraiment universelles. Ouais. Comme, tu sais, mettons qu'on parle du nombre de siestes, ben, tu sais, un bébé de 4 mois, ça va faire 3 ou 4 siestes. Puis, tu sais, ça, c'est relativement universel. Tandis qu'un enfant de 18 mois, généralement, ça fait 1 sieste. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça que c'est des faits, comme que c'est prouvé que les besoins en sommeil, bon, ben, on a besoin de, mettons, 4 heures de sieste le jour. Ben, ça, c'est pour des bébés plus jeunes, mais un bébé plus vieux, ça va être 2 heures de sieste. Fait que ça, c'est comme universel. Là. Les besoins vont changer. Je m'adapte beaucoup. Là. Fait que, souvent, mettons, je vais dire, bon, ben, tu as besoin de 2 siestes, mais OK, lui, peut-être pas, on va en faire 3 finalement. Fait que, on s'adapte. C'est situationnel beaucoup, mais il y a des choses, oui, qui s'appliquent vraiment à chaque tranche d'âge, mettons. Là. Wow. Puis est-ce que un enfant qui est stressé ou un adulte qui est stressé, ça va-t-il impacter son sommeil? Y a-t-il des façons de régler ça? Ah ouais, hein? Ah oui. Ah ouais. Ah, mais oui, c'est épouvantable. Comme le stress, l'anxiété. Bien, pas dormir assez, ça t'amène du stress et de l'anxiété, mais le stress et l'anxiété vont t'amener à pas assez dormir. Fait que c'est vraiment une roue qui tourne. Là. C'est un cercle vicieux 100%. Moi, je suis une personne qui fait de l'anxiété, puis je dois prendre des pilules pour dormir. Ah ouais? OK. Ouais. Parce que tantôt, tu parlais d'anxiété du sommeil. Ouais. C'est quoi exactement la différence entre quelqu'un qui fait de l'anxiété, je vais dire de l'anxiété dans la vie de tous les jours, et quelqu'un qui fait de l'anxiété du sommeil? Y a-t-il une différence ou c'est la même? Ben, tu sais, souvent, une anxiété liée au sommeil, c'est plutôt genre, ah, ben là, tu sais, faut que je dorme assez pour pouvoir. Mais en fait, c'est quelqu'un qui fait de l'anxiété en général. OK. Parce que, tu sais, quelqu'un qui fait pas d'anxiété va juste faire que, bon, ben, je me couche, je me réveille demain, fine, genre, j'ai fait ma nuit, je vais moins dormir, bon, ben, tant pis. Quelqu'un qui fait de l'anxiété va être genre, ben là, j'ai moins de temps pour dormir, fait que là, je vais pas assez dormir, fait que là, il dormira pas assez, fait que là, c'est. C'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne, là. Fait que, tu sais, oui, l'anxiété va beaucoup affecter le sommeil, là. Puis, mettons, pour un enfant stressé ou pour des parents qui ont un enfant stressé qui est dans le misère avec le sommeil, ça serait quoi les trucs que tu pourrais donner pour les aider? Ben, tu sais, un enfant, souvent, qui va avoir des peurs, ça va beaucoup être des cauchemars. On va avoir peur d'aller se coucher. On va avoir peur de se faire abandonner, que le parent soit plus là. Fait que, tu sais, mettons, on peut y aller avec une veilleuse dans la chambre. On peut en mettre une tant qu'elle est de couleur chaude. Rouge, orange. Ah ouais? Si on a une veilleuse dans notre chambre, on évite les couleurs blanches, bleues. Pourquoi? Même chose que le téléphone. Le cerveau va penser que c'est la lumière du soleil, donc va produire du cortisol. Donc, impossible! Adieu le sommeil. Fait que, couleur chaude ne ressemble pas à la couleur du soleil. Rouge, orange. La longueur d'onde est plus longue quand on a une couleur chaude. Ça n'atteint pas la rétine, le cerveau. Tu sais, c'est tout... Plus la couleur est froide. Fait que blanc, bleu, mauve,
on évite ces couleurs-là si on veut une veilleuse dans la chambre de l'enfant. Fait un enfant qui fait de l'anxiété, qui est stressé, on peut mettre une veilleuse couleur rouge-orange. On peut, mettons, mettre dans le lit un oreiller de corps pour imiter la présence du parent dans le lit. Parfois, pour des enfants plus vieux, je vais recommander d'avoir genre un walkie-talkie. Fait que comme ça, l'enfant, la nuit, se réveille, a peur. Papa, t'es-tu là? Ah. Oui, je suis là, c'est bon. OK, tu sais, genre, on se rendort de même. Fait que, tu sais, des choses comme ça pour sécuriser l'enfant, qui sache que, ben, quand j'appelle mon parent, il va s'en venir. Ouais. Parce que souvent, ça va être ça. On a peur de se réveiller la nuit, que j'avais besoin de mon parent, puis qu'il vienne pas me voir. Fait que, on veut comme que l'enfant sache que le parent va être disponible. Fait que ça peut être comme ça, un walkie-talkie ou quelque chose, d'avoir la porte entrouverte. Souvent, les enfants vont avoir ce besoin-là pour savoir que, ben, je suis pas enfermée dans ma chambre s'il m'arrive quoi que ce soit, mais à cet âge-là, les peurs peuvent être tellement multiples. Genre, j'ai peur qu'il y ait des loups qui viennent me manger, j'ai peur qu'il y ait des monstres en dessous de mon lit, j'ai peur que ci, que ça. Tu sais, l'imagination est très fertile. Ben oui. Fait qu'un enfant qui est anxieux va se créer toutes sortes de choses qui vont l'empêcher d'aller se coucher. Fait que là, c'est là qu'on vient retarder l'heure du coucher, qu'on dort moins. Roue qui tourne, un enfant qui ne dort pas assez va moins dormir. Fait que c'est tout vraiment comme un effet domino. Wow. Moi, c'était ça. Quand j'étais jeune, j'étais comme... En fait, ma chambre donnait en face des marches. J'avais toujours l'impression que quelqu'un était pour monter. Là. On dirait qu'à tous les nuits, j'avais dans le à dormir. Ouais. On dirait que j'imaginais quelqu'un qui était pour monter. Fait qu'il fallait que je me tourne. Mais là, si je me tournais, je me disais, il va m'attaquer dans le dos. En tout cas, oui. Ça allait vite dans ma tête. Oui, mais c'est exactement ça. Là. Je veux dire, les enfants qui font de l'anxiété, ça va être ça. Ça va être s'imaginer tel ou tel ou tel ou tel ou tel scénario. Ma mère, elle va mourir cette nuit. Fait que là, si je l'appelle, genre, elle viendra pas me voir. Puis... Ouais, ça, c'est des enfants anxieux qui vont s'imaginer ces scénarios-là. Ce ne sera pas tous les enfants. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire. Puis deux petites dernières questions, pardon, avant qu'on se quitte. J'aimerais savoir des trucs pour aider l'environnement dans la chambre d'un enfant pour les parents. Tantôt, tu as parlé justement des rideaux qui étaient pour regarder une chambre bien sombre. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres trucs qu'on pourrait donner aux parents qui nous écoutent présentement? Ben, ça, c'est autant pour les enfants que les adultes, mais de maintenir la température de ta chambre vraiment bas. Fait qu'une température idéale, c'est entre 18 et 20 degrés dans la chambre. Oh ouais. Fait que le corps, pour être capable de s'endormir, a besoin de se refroidir. Fait qu'on a besoin de ralentir le rythme cardiaque, de calmer le système nerveux. Puis pour ça, on a besoin d'avoir une chambre qui est fraîche. Donc, entre 18 et 20 degrés, on est mieux de plus s'abrier, de mettre une dormeuse à un bébé, de plus s'abrier puis d'avoir une température plus froide que le contraire parce que la chaleur va se concentrer sur les organes vitaux. Donc, souvent, on va avoir les mains froides, le nez froid, quoi que ce soit. Fait qu'on peut s'abrier, mais souvent, un parent va mettre la température plus chaude parce qu'on a peur que l'enfant ait froid, mais au contraire, on essaie vraiment que la température soit fraîche. Fait que même quand l'enfant est bébé, là, on commence ça dès le départ. Peut-être pas, mettons, naissant, là, mais mettons à partir de 4 mois, genre, on peut comme diminuer la température de la chambre. Au pire, on met une dormeuse un peu plus chaude, mais on s'assure vraiment que ça soit frais dans la chambre. J'adore. Ouais. Et pour terminer, comment va ta santé mentale à toi? Ouais. J'ai adoré, là. Ouais. OK, ouais. Non, mais aujourd'hui, ça va. Parfait. Aujourd'hui, ça va. Je t'aurais pas dit ça il y a 6 mois. Mettons. Ouais. Moi, j'ai été enseignante, j'ai abandonné l'enseignement pour ma santé mentale, justement, parce que j'étais enseignante, j'étais consultante du sommeil, j'avais mes jumelles qui me demandaient gros. Fait que j'ai fait un burn-out au mois de décembre. J'ai été en arrêt de travail, ça allait pas du tout, là, comme pas du tout. Puis j'étais allée chez le médecin pour un possible TDAH. Je pensais que j'avais un TDAH. Tu sais, quand je te parlais tantôt, on peut penser qu'on a un TDAH alors que non. Puis quand je suis allée me faire évaluer, le médecin me dit « T'as pas un TDAH, t'es juste en état de fatigue extrême. » Oh wow! Fait que moi, j'étais là, j'ai des problèmes de concentration, j'ai des problèmes d'humeur, j'ai des problèmes de mémoire. Genre, je dois avoir un TDAH, c'est sûr. Elle m'a dit « Non, t'es juste brûlée. » Fatiguée, comme pas de bon sens. Là. Je dormais 4 heures par nuit. Je viraillais dans mon lit tout le temps, incapable de m'endormir. Si les filles se réveillaient la nuit, pas capable de me rendormir. C'était horrible. Fait que là, aujourd'hui, j'ai des médicaments pour dormir, puis je suis sur les antidépresseurs. Okay. Fait que la santé mentale va bien maintenant, depuis que j'ai laissé l'enseignement, puis depuis que je suis médicamentée, encadrée. Mais, tu sais, moi, c'est pour ça que je veux tellement accompagner les parents. Oui. Parce que je veux pas que personne se rende où ce que je me suis rendue. Parce que je suis allée quand même
bas là, dans ma santé mentale, mais là, maintenant, ça va vraiment mieux. J'étais allée chercher l'aide que j'avais besoin. Là, ça va, mais ça a été un long processus. Ben oui. Ouais. C'est un peu là que je l'ai allé. Tu as été chercher l'aide. C'est important aussi de dire et de redire aux gens de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide s'ils ne vont pas bien puis ils ne se sentent pas bien. C'est normal, c'est très correct. On a tous des passes qu'on va bien, on a tous des passes qu'on va pas bien. Fait que il faut arrêter de dire non, je vais correct. Puis on voit les gens, puis on est comme, ben lui, il a de l'air d'aller super bien. Genre, lui, il a l'air vraiment comme de bonne humeur. Pourquoi je peux pas être comme lui? Exact. Mais tu le sais pas si la personne ne prend pas des médicaments pour l'aider ou tu le sais pas comme qu'est-ce qui se cache derrière les autres. Fait que, tu sais, moi, là, j'ai l'aide que j'ai eu de besoin, puis là, ça va mieux. Mais ça l'a pris un petit bout avant que j'accepte que comme j'allais pas bien, là. Tu vois, c'est intéressant, c'est quand tu te dis j'accepte que j'allais pas bien. On a tendance aussi à pas vouloir dire à vouloir, quand je peux dire, éviter le fait qu'on va pas bien. On va comme, non, ça va être correct. Puis c'est souvent là que tu te rends encore plus au bout du rouleau. Là. Oui. De ne pas avoir peur de le dire comme, regarde, je vais pas bien, j'ai besoin d'aide, je vais aller chercher l'aide. C'est ça. Puis il n'y a aucun mal à aller chercher l'aide. Puis tu vois, aujourd'hui, je suis une mère beaucoup plus disponible pour mes enfants. Je suis bien plus de bonne humeur. J'aime ça m'occuper des autres. Mais tu sais, j'aurais pas pu te dire la même affaire le 6 mois. Là. C'est difficile, là, mais il faut se l'avouer que comme, ben là, en ce moment, j'aime pas mon rôle de mère. Comment ça? Là, je suis allée chercher de l'aide. Puis là, non, finalement, j'adore ça être mère. Fait que parfois, l'état dans lequel t'es, il est temporaire. Puis quand tu vas te chercher de l'aide, là, tu te rends compte que ça va finalement, là. Mon Dieu, ça conclut bien le podcast. Un gros merci pour ton temps. Merci à toi. Je vais mettre tous tes liens dans la barre bio. Un gros merci d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine dans un autre podcast. Ciao les chums.